Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande session d'information sur la télévision Labari. C'est cet après-midi qu'a eu lieu la cérémonie officielle de proclamation des résultats de l'examen unique de certification en santé session 2021. Et les résultats issus de ces examens sont globalement satisfaisants, d'où les remerciements et félicitations à l'endroit de tous les membres de la Commission nationale d'organisation. Le résumé avec Hamza Sakou et Chebou Guissou. Après 2 mois d'intenses travaux de la Commission nationale, des commissions régionales et l'ensemble des membres des jurys, des épreuves théoriques et pratiques et les correcteurs des épreuves pour la qualité du travail abattu, la cérémonie qui réunit ainsi les membres de la Commission nationale indépendante d'organisation marque la proclamation des résultats de l'examen unique de certification en santé session 2021. Au total, 4536 candidats étaient autorisés aux pratiques. 79 ont été déclarés absents. 4457 se sont effectivement présentés aux épreuves théoriques et pratiques. Ainsi, 3443 candidats sont déclarés admis à la certification. 1014 candidats ont échoué, soit un taux global de réussite de 77,25% contre 84,49% en 2020. Ces différents résultats sont répartis par centre d'examen et par filière ainsi qu'il suit. Centre d'Agadez, agent de santé de base, sur 113 candidats présentés, 80 sont admis, soit un taux de réussite de 70,80%. Centre de DIFA, agent de santé de base, sur 40 candidats présentés, 30 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 75%. Centre de Dosso, licence et obstétricale, option 1. Sur 129 candidats présentés, 97 sont admis, soit un taux de réussite de 75,19%. Centre de Maradi, licence en biologie médicale. Un candidat présenté, un candidat admis. Centre de Niamey, technicien de développement social. Sur 20 candidats présentés, 20 sont admis, soit un taux de réussite de 100%. Aussi, des mentions ont été décernées, toutes filières confondues, aux admis comme suit. 10 mentions excellentes, 191 mentions très bien, 664 mentions bien, 1281 mentions assez bien et 1297 mentions passables. Des témoignages de satisfaction ont été remis aux membres de la commission nationale et régionale pour le service rendu à la bonne organisation de cet examen par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Dans un communiqué, le gouverneur de la région de Niamey a décidé de la fermeture de quelques lieux de loisirs pour les jeunes pour raison de sécurité. Une décision saluée par la plupart des jeunes qui demandent cependant au gouvernement de sécuriser davantage ces lieux, suivant leur réaction. Par rapport à la fermeture de ces lieux de loisirs, pour moi, dans un contexte d'insécurité, c'est une bonne chose. Et pour une autre chose, moi je me suis dit que aujourd'hui, ces lieux de loisirs que nous les jeunes nous fréquentons, ça nous pousse plus à être en retard et que ces vieux, les veillards, les loups continuent toujours au sommet de l'État en train de malmener le pays. Parce que je me suis dit, le temps que vous allez partir faire au niveau de ces lieux, il vaut mieux le concentrer sur vos entreprises, vos cours, vos cahiers pour pouvoir avoir un nouveau monde. Et sur un autre plan, où je vais revenir pour interpeller le gouvernement nigérien, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ces lieux de loisirs. Vous venez de suivre avec nous la semaine dernière ce qui s'était passé à moins d'1 kilomètre de la présidence, à moins de 200 mètres d'un commissariat. On vient, on braque
un véhicule transportant de l'argent et que les assaillants arrivent à partir sans pour autant être pris sur le champ. Pour des raisons de sécurité, la fermeture des endroits de loisirs, je trouve que c'est une bonne idée de la part du président ou bien du gouvernement, si on peut le dire. Puisque ces endroits sont bel et bien fréquentés par les jeunes. Et du coup, ces jeunes sont vraiment, ou bien ils peuvent toutefois être victimes des violences. Sous un angle sécuritaire, je trouve la décision je ne peux que la trouver salutaire. Puisqu'il y a un adage qui dit que les gouvernants sont, en tout cas ceux qui sont responsables de la sécurité au plus haut niveau de la population. Et donc les centres de loisirs, en tout cas, c'est des zones qui sont fréquentées par beaucoup de jeunes. Le danger peut venir de toutes parts. Et surtout que vraiment on n'a pas la capacité du point de vue de l'information. Souvent, ils doivent réglementer leur prise de décision. Puisque la jeunesse aujourd'hui, souvent la jeunesse est sans activité. Donc pour essayer vraiment de se détendre et oublier la frustration, ils se rendent dans les centres de loisirs. Aucune décision ne doit être prise pour interdire les gens de s'y aller. Maintenant, vu l'insécurité qui s'installe, ou bien qui a commencé à s'installer, ou bien qui s'installe dans nos pays, vu aussi la montée en puissance du terrorisme, il faut aussi le dire, je suis pour cette décision. Parce que nous tous, nous savons qu'il y a vraiment des capitales partout au monde, des villes, des grandes villes, qui font l'objet des attaques perpétrées. Voilà, pour éviter que ces types d'insécurité s'aggravent dans nos milieux, les dirigeants compétents, les autorités compétentes doivent nécessairement prendre des mesures pour vraiment empêcher l'insécurité ou bien la montée en puissance du terrorisme. Et d'ailleurs, donc pour ça, je suis pour la décision du gouverneur. Autre aspect de cette édition, le Mali vit depuis août 2020 une transition militaire après le renversement du régime de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Moussa Mara, ancien premier ministre de Ibeka qui séjourne à Niamey, a accordé un entretien à la télévision Labari et Canal 3 Niger. Dans cet entretien, il a brossé la situation socio-politique du Mali. Un extrait de cet entretien avant de retrouver l'intégralité demain, jeudi 7 octobre, juste après le journal de 19h45. Depuis maintenant 1 an et 1 mois, notre pays vit une difficulté supplémentaire dans nos difficultés. Parce que depuis 2012 et la chute du président ATT, suivi d'une transition, l'occupation du nord du Mali, et la présence de plus en plus forte de groupes armés terroristes, notre pays n'a eu de cesse que de connaître des difficultés d'ordre sécuritaire et d'ordre institutionnel. Nous sommes, depuis le 18 août 2020, dans une transition politique dirigée par des militaires à la suite d'un coup d'État militaire, soutenu par quelques forces sociopolitiques. Et cette transition, par définition, elle est instable, parce qu'une transition est toujours instable. D'ailleurs, vous l'avez vu que le 24 mai 2021, il y a eu un coup d'État dans le coup d'État. Donc c'est la preuve même de l'instabilité. Maintenant, ce que nous avons à faire, c'est, au lieu de déplorer ce dans quoi nous sommes, c'est de chercher à en sortir le plus tôt possible et de la meilleure des manières possibles. Personnellement, c'est vraiment moi, mon objectif, c'est l'objectif de mon parti et c'est l'objectif de groupes de partis auquel est membre mon parti pour assurer une transition réussie, une transition qui se passe et qui se termine dans les meilleures conditions. Par définition, une transition est à éviter. C'est une période exceptionnelle. En démocratie, le pouvoir doit se donner par l'onction populaire. Le pouvoir ne doit pas se prendre par la violence ou par la force. Ce n'est pas démocratique et il faut éviter. Mais souvent, les coups d'État sont aussi des conséquences de quelque chose. Ce ne sont pas des causes, malheureusement, c'est des conséquences. Donc aujourd'hui, la question importante, c'est comment sortir de cette période.
Personnellement, c'est dans quoi moi je suis engagé à l'intérieur du Mali et à l'extérieur. C'est pourquoi il faut que la transition soit la plus courte possible pour permettre au pays d'entrer dans une période de légitimité et dans une période d'efficacité avec des équipes préparées, dotées de vision et de projets, prêtes à prendre les défis à bras le corps. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'on respecte le délai. Mais nous ne nous inscrivons pas dans une démarche d'opposition à la transition, parce que par définition, une transition est une période qui n'est pas politique, qui doit être neutre. Nous voulons expliquer, convaincre nos autorités, mais aussi à l'extérieur nos partenaires, qu'il y a encore de la marge pour des discussions et pour arriver à établir un consensus national sur la fin de transition et à avancer. Maintenant, pour terminer, il nous reste un peu plus de 4 mois avant la date retenue pour les élections générales. Plus nous nous rapprochons, plus il devient difficile de tenir ce délai. Et je pense que c'est tout à fait objectif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est peut-être probable qu'il y ait un glissement. Que ce glissement soit technique, que ce glissement soit politique, mais il est probable qu'il y ait un glissement. Le plus important, c'est que les forces vives nationales s'entendent sur comment terminer ensemble la transition. Moussa Mara, ancien Premier ministre malien que vous retrouverez demain 7 octobre juste après le journal de 19h45. Les ressortissants maliens résidant au Niger étaient hier à la MJC Djarissekou pour répondre à l'appel de Moussa Mara, l'ancien Premier ministre du Mali. Une vaste mobilisation à travers laquelle Moussa Mara a présenté son parti politique et le programme de société porté par son parti pour venir à bout de toutes les difficultés auxquelles le peuple malien fait face actuellement. Le résumé avec Ibrahim Boubacar et Ibrahim Abdou. Engagé dans une vaste campagne de mobilisation des populations maliennes partout où elles se trouvent autour de son projet de société, le président du tout nouveau parti politique malien ULEMA, l'ancien premier ministre de l'ère IBK, était devant les Maliens résidant au Niger à travers ce géant meeting. C'est une importante communauté malienne résidente au Niger qui a répondu à l'appel du président du parti ULEMA. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été évoqués, en lien notamment avec la question sécuritaire. Ces visites s'inscrivent en fait dans le cadre d'une activité de notre parti, qui est le parti ULEMA, le parti du changement, qui impose à ses responsables de parcourir le pays et d'aller à l'extérieur du pays, d'aller à la rencontre de nos compatriotes partout où ils sont, pour les écouter et pour leur parler. Les écouter par rapport à leurs préoccupations et leur parler par rapport à la situation du pays. Leur expliquer la situation et les rassurer que malgré les difficultés, il y a encore de l'espoir. L'insécurité, les problèmes communautaires, mais en plus, chez nous, il y a de l'instabilité politique suite aux événements qui sont intervenus en août 2020 et en mai 2021. À Moussa Mara d'ajouter que les Maliens résidant au Niger doivent s'engager dans une culture de promotion de la paix, tout en rappelant que le Mali et le Niger ne font qu'un. J'ai aussi insisté sur l'harmonie qui existe entre le Mali et le Niger. C'est vraiment deux pays frères, où les populations se sentent chez elles de part et d'autre de la frontière. Et donc cette fraternité et cette amitié doit continuer et doit au contraire se renforcer. Il n'y a jamais eu, il n'y a pas et il n'y aura jamais de brouille entre le Mali et le Niger. Et l'élément qui signifie en langue bambara le changement envisage l'unification de la nation malienne pour un développement harmonieux. C'est un message fort que Moussa Mara a adressé à la communauté malienne pour l'inviter à bannir toute attitude susceptible de les diviser. Chronique juridique à présent, cette semaine, la rubrique traite du thème portant sur les délégués syndicaux. Un thème développé par Emmanuel Alfred, juriste et président du Raza Presse. Très bonne réception. Aujourd'hui, nous allons parler des délégués syndicaux.
Eh bien, la semaine passée, nous avons parlé des délégués du personnel. Il y a une nuance entre les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Si vous vous rappelez, l'une des différences fondamentales, nous avons dit que pour qu'il y ait délégué du personnel dans une entreprise, il faudrait que l'entreprise ait au moins 10 personnes, 10 agents. Donc, dès que l'entreprise remplisse cette condition de 10 agents, eh bien, elle doit avoir un délégué du personnel. Alors, s'agissant des délégués syndicaux, l'article 223 de la loi 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger dispose que dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés, un délégué syndical peut être désigné par toute organisation syndicale régulièrement constituée et appartenant aux organisations les plus représentatives des travailleurs conformément aux dispositions de l'article 185 du Code du travail. Alors, donc, quand vous regardez, le schéma n'est pas le même. S'agissant des délégués du personnel, dès l'instant où on a 10 agents au sein de la société ou de l'entreprise, eh bien, on peut permettre l'élection des délégués du personnel. Mais ici, s'agissant du délégué syndical, la loi dit que dès l'instant où l'entreprise atteint 50 salariés, un délégué syndical est désigné par les organisations syndicales. Donc ici, ce sont les syndicats eux-mêmes qui désignent leurs représentants au sein de l'entreprise. Alors que dans le premier schéma, pour les délégués du personnel, c'est au sein même des agents qu'est élu un délégué du personnel. Vous voyez, donc le schéma ici, il n'est pas le même. Pour les délégués syndicaux, ce sont les syndicats eux-mêmes qui, une fois que l'entreprise atteint le quorum de 50, désignent un représentant du syndicat au sein de l'entreprise. Donc, vous voyez, là, c'est une différence fondamentale. Alors, quelle est la mission du délégué syndical? Puisque nous avons vu la mission du délégué du personnel. Donc, pour le délégué syndical, l'article 224 du Code du travail dispose que le délégué syndical assure la représentation de son syndicat de l'entreprise, tant envers l'employeur qu'envers les travailleurs. Donc le délégué syndical symbolise, si vous voulez, une sorte d'intermédiaire, une sorte de pont entre, d'une part, les travailleurs et, d'autre part, les employeurs et son syndicat. Donc, c'est une relation, si vous voulez, qui se veut tripartite. Ça concerne les travailleurs, les employeurs et le syndicat qu'ils représentent. Maintenant, le délégué syndical a aussi un certain nombre de prérogatives au sein de l'entreprise dans cette relation tripartite dont j'ai parlé tantôt. Il est convoqué, en ce sens, aux réunions que l'employeur doit organiser avec les délégués du personnel. Il participe à cette réunion. Et lors de cette réunion, il peut prendre la parole. Il est destinataire également de toutes les informations que l'employeur doit aux délégués du personnel. Ça lui permet une sorte, si vous voulez, il a un œil de regard sur les correspondances échangées entre l'employeur et les délégués du personnel. Nous avons précisé également, comme les délégués du personnel, que le délégué syndical doit également avoir un temps qui lui est aménagé pour l'exercice de ses activités. Alors, en ce sens, pour l'exercice de son mandat, il bénéficie des mêmes heures. Si vous vous rappelez, nous avons précisé que les délégués du personnel ont 15 heures par mois pour exercer leurs activités. Donc, en ce sens, le délégué syndical bénéficie également du même temps pour exercer ses activités. Maintenant, le mandat puisqu'il est désigné par les syndicats, alors, l'article 225 précise que le mandat du délégué syndical prend fin lorsque
la condition de représentativité cesse d'être remplie ou lorsque le syndicat décide de mettre fin à ses fonctions. Son mandat peut également prendre fin lorsque, par exemple, il quitte son poste, il n'appartient plus à une entreprise, il n'est plus dans le milieu. Il prend fin également en cas de rupture du contrat de travail, justement, du délégué du personnel, ou en cas de démission du mandat ou de la perte des conditions requises pour sa désignation. Donc, toutes ces conditions mettent fin au mandat du délégué du personnel. Maintenant, l'autre aspect aussi très important dont j'ai parlé dans le cadre du délégué du personnel, c'est que le délégué syndical bénéficie également d'une protection parce que son activité peut également causer certains soucis avec les employeurs contre lesquels il doit souvent lutter au nom de la défense des intérêts des personnes qu'il représente. Donc, dans ce sens, l'article 227 du Code du travail précise que tout licenciement d'un représentant du personnel, c'est-à-dire d'un délégué syndical par exemple, envisagé par l'employeur ou son représentant, doit, quelle que soit la cause, c'est important, si l'employeur veut licencier un délégué syndical et quelle que soit la cause ou le motif, il doit soumettre la décision à l'inspection du travail. L'inspecteur du travail est tenu de rendre sa décision dans les 8 jours suivant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement. Et ce délai est porté à 21 jours en cas d'expertise, par exemple. Et l'inspecteur du travail doit notifier sa décision motivée à l'employeur. Ampliation est faite aux représentants du personnel. Maintenant, s'il s'agit d'une faute lourde de la part du délégué syndical, eh bien l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied. Ce n'est pas encore le licenciement, mais c'est la mise à pied. La mise à pied, c'est une mesure conservatoire qui permet de faire la lumière sur la faute commise par l'employé, en attendant qu'on ne voie quelle est exactement la décision à prendre ou quelle serait la décision de l'inspecteur du travail. Donc, la mise à pied ne peut excéder 1 mois. Donc, la durée de la mise à pied. Retenez que là, nous sommes dans le cadre du représentant du personnel, c'est-à-dire le délégué syndical. Quand il commet, même s'il commet une faute lourde, eh bien, là, il y a un certain nombre d'étapes. Et l'employeur peut le mettre, en fait, peut lui infliger une mise à pied. Et cette mise à pied ne peut excéder la durée d'1 mois. Et tout licenciement d'un représentant du personnel prononcé par l'employeur sans que l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ait été obtenue ou malgré le rejet de la demande d'autorisation par celui-ci est nul et de nul effet. Ça, c'est important. Si l'employeur prononce le licenciement d'un délégué syndical, malgré le rejet de cette demande par l'inspecteur du travail, ou en violation, ou sans attendre la décision de l'inspecteur du travail, eh bien ce licenciement est nul et de nul effet. La décision de l'inspecteur du travail est susceptible de recours hiérarchique devant le ministre en charge du travail et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Si l'inspecteur du travail prononce sa décision et que l'employeur estime que cette décision lèse ses droits, eh bien, la loi lui crée la possibilité de faire un recours hiérarchique devant le ministre de l'Emploi. Ou, également, il peut faire un recours contentieux devant le tribunal. Donc, c'est autant de possibilités qui sont données à l'employeur pour pouvoir contester une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre du licenciement envisagé contre un délégué, un délégué syndical. Donc, cette relation entre les représentants du personnel, le délégué syndical par exemple, et l'employeur est également une relation qui n'est pas toujours rose. Donc, et c'est bien que le Code du travail ait créé
une sorte d'aménagement, une sorte de disposition qui accorde une protection particulière à ces personnes dans le cadre de la défense des intérêts des travailleurs. Donc voilà ce que je peux vous dire également sur les délégués syndicaux au sein de l'entreprise. Je vous remercie.